Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé la Desertis Bicus il y a une petite semaine. Alors, pour être clair avec vous, j'ai plein de rushs dans la GoPro. Du coup, je vais essayer de vous faire une belle vidéo avec de belles images. Mais ce que je vous propose, c'est de vous faire déjà un petit débrief rapidos. Du coup, la Desertis, moi j'avais tracé à un peu moins de 1400 km. Je vous avais annoncé sur Instagram notamment que mon objectif c'était de le faire en moins de 4 jours si les planètes étaient alignées. Et bah écoutez, j'ai fait en moins de 4 jours puisque je suis arrivé au ferry le mardi à 20h. Donc ça fait à peu près donc 3 jours et 20 heures. Déjà, je voulais remercier toute l'orga de la Desertis. Je voulais remercier Yvan et son équipe parce que c'est vraiment une orga qui est super agréable. C'est bonne ambiance, c'est bon enfant, tout le monde est cool, donc ça c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que c'est assez épatant cet engouement autour de cette course. Du coup, moi j'avais hyper hâte de commencer à rouler sur cette course pour comprendre vraiment pourquoi il y a un tel engouement, pourquoi les places partent en 5-10 minutes, parce que c'est assez unique dans le monde du ultra-distance en France notamment. Bah écoutez les amis, j'ai pas été déçu, hein. Déjà, au niveau du parcours, on m'a déjà posé la question plusieurs fois. J'ai tracé avec Komoot. Ma stratégie, c'était quoi? Alors moi, je suis pas très bon traceur parce que j'ai toujours du mal, quand je regarde une carte au loin, de me rendre compte quelles vont être la tête des routes. Donc globalement, j'ai essayé de tracer au plus court en kilométrage et également au plus court en termes de dénivelé. Donc j'essaie quand même de limiter un maximum le dénivelé positif. Sachant que sur cette course, sur la Desertis, il y avait 7 checkpoints et qu'en fait, les checkpoints étaient souvent à des endroits clés qui nous imposaient de faire de belles sections gravel. Je pense notamment à un passage entre 2 checkpoints où il y avait plus de 20 km en gravel avec des grosses montées, des grosses descentes, etc. Je pense bien sûr au checkpoint numéro 1 dans les Bardenas Reales. Ça, c'était absolument incroyable. On était en plein désert. C'était assez fou parce que avant le checkpoint, c'était un petit peu désertique, sablonneux, mais pas non plus incroyable au niveau du paysage. Je me disais que c'était assez quelconque, c'était juste des petites pistes en terre. Et en fait, il y a un moment donné où on prend un petit peu de hauteur et là, la vue se dégage et boum, un espèce de paysage complètement incroyable, des espèces de petits pics comme ça dans la pierre, et là on redescend et wow, là on est en plein dans les Bardenas, donc incroyable. Mais ça c'est pour le milieu de la course. Ce que je vous propose, c'est de vous rembobiner un petit peu le fil de l'histoire et de repartir au début. Du coup, la Desertis, la spécificité, c'est que le départ est à minuit. Alors le départ à minuit, c'est un petit peu difficile parce que c'est forcément une heure où on a envie d'aller se coucher. Malgré tout, mon objectif la première nuit, c'était de profiter de l'adrénaline du début de la course, profiter aussi du monde sur la route parce qu'on était quand même 300 au départ, donc 300 au départ c'est quand même énorme pour une course ultra. D'autant plus que sur cette course, on part en groupe. Contrairement à d'autres courses comme la Race Across France par exemple, où on part en contre-la-montre, où on part un par un toutes les 30 secondes. Donc là on part vraiment en groupe et en fait je pense qu'au départ, je me suis pas mis assez vite sur la ligne de départ parce que je crois que j'ai eu un problème à 5 minutes du départ, j'ai dû sortir des trucs de ma sacoche, je sais pas ce que j'ai fait et en fait je me suis retrouvé quand même en tout derrière dans le groupe. Alors j'ai pas vu ça comme un défaut au début parce que faut faire très attention dans ces courses, ça part très vite et on a vite fait de se faire emporter par un groupe qui va beaucoup trop vite, notamment qui avait au départ la traversée des Pyrénées directement en pleine nuit, donc faut vraiment se méfier dans l'école pour pas partir trop vite. Malgré tout, je pense que j'ai un peu été pénalisé parce que j'étais vraiment tout derrière. Et mes potes qui ont fini devant moi à la fin de la course, en fait, ils ont fait plus de kilomètres la première nuit parce qu'ils ont vraiment roulé en peloton et donc ça a quand même bien envoyé. Moi, globalement, j'ai roulé tout seul quasiment toute la course. J'ai croisé 2-3 personnes de temps en temps. C'est toujours super agréable de discuter, de passer quelques kilomètres ensemble, de se raconter un peu nos journées, nos nuits et tout. Malgré tout, moi j'aime bien rouler tout seul parce que ça me permet de garder mon rythme, d'être focus sur mon itinéraire notamment. Parce que je trouve que le risque, c'est que quand tu croises un groupe ou une personne seule et que tu veux rouler avec elle, forcément on a un niveau qui est normalement un petit peu en décalage, donc sauf alliance de circonstances où on décide de se mettre un peu au même niveau, mais malgré tout, je pense qu'il y en a toujours un des deux qui sera un peu en surchauffe, qui s'en rendra pas forcément compte, qui n'osera pas forcément le dire à l'autre.
Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de rouler 2-3 heures un tout petit peu en sur-régime. Et puis après, on le paye parce que c'est quand même des courses très longues. Et c'est important de connaître les allures qu'on peut tenir sur 3, 4, 5 jours. Du coup, pour repartir à la première nuit, ça part quand même fort. Il y en a dans tous les sens. Il y a des loupiottes de partout. C'est vraiment assez incroyable comme spectacle. Super ambiance. Tout le monde est super motivé et tout. Et puis au bout d'un moment, les gens s'arrêtent un petit peu sur le bord de la route pour s'habiller, se déshabiller, parce qu'on sait pas trop comment s'habiller, on a chaud à monter. Mais une fois qu'on arrive au col, je pense que le col il était en dessous de 1000 mètres d'altitude, donc pas très très haut non plus, mais au milieu de la nuit, il faisait quand même assez frais en haut. Et en fait, surtout, il s'est mis à faire très frais en descente. Donc c'était des descentes vraiment tout droit, sans trop de virages. Plus on descendait, plus il faisait frais parce que plus on s'enfonçait dans une vallée avec de l'humidité en bas. Et là, ça a commencé à être un peu dur parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais regardé sur la météo, en France, il y avait écrit entre 8, 10 et 12 degrés la nuit. Donc moi, je me suis dit, bon, 10 degrés la nuit tranquille, je prends des petits gants, manche pas de jambière et tout, manche courte ou alors une doudoune, mais franchement même avec mes petits gants mi-saison ça va aller. Grosse erreur parce qu'en fait j'ai eu froid de partout mais surtout aux mains quasiment toutes les nuits et ça le pire c'est que plus on avance dans la nuit, plus j'ai froid forcément. Donc à minuit, il y a encore un petit peu de calories, de chaleur de la journée. Mais alors à 6h du mat, c'est fini. 6-7h du mat, il fait très froid. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que c'est une course de fin avril. En fait, ça n'a rien à voir avec une course qui va se dérouler en juin ou juillet. Mine de rien, les nuits, elles sont plus longues. Et ça a été un facteur qui a été assez compliqué à gérer personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous le raconter, mais ma stratégie, c'était pas du tout de faire trop de concessions sur le sommeil. Donc, j'avais décidé de dormir environ 4 heures par nuit, mais de faire au maximum une nuit blanche la première nuit pour rester au niveau du peloton, au niveau du classement, même si je ne joue pas vraiment le classement, mais pour rester un petit peu au milieu, pas être tout largué, parce que mentalement, je savais que si j'allais être tout largué au début, ça allait être quand même difficile mentalement. Et du coup, fin de nuit, 6h30, j'ai vraiment très très froid et je décide de m'arrêter, faire une sieste d'une demi-heure, parce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ma stratégie, c'était pour la nuit suivante de ne pas m'arrêter trop tôt en fin d'après-midi, par exemple, ou en début de soirée. Donc c'était de m'arrêter le plus tard possible, parce que je savais que si je m'arrêtais de fatigue entre 18h et 20h, et en fait ça allait m'obliger à repartir le lendemain aux alentours de minuit. Et en fait c'est des horaires qui sont difficiles parce qu'on n'a pas l'habitude de rouler toute la nuit. Et moi, mon objectif, c'est de me recaler à des heures de réveil qui soient plus autour de 3, 4, 5 heures du matin, qui me permettaient de repartir sur un rythme un petit peu plus normal. Et ça, je l'ai plutôt bien fait, parce que la première journée, j'ai fait 2 siestes, une en milieu d'après-midi et puis une plus vers 18-19 heures. Et j'ai réussi, malgré la fatigue, à m'arrêter vers 23 heures. Sur la Nomadiane, l'année dernière, avec un départ à minuit, à 17h le lendemain, j'étais tellement rincé que j'ai décidé de me coucher. Mais j'ai fait une nuit tellement longue, parce que je suis reparti le lendemain vers 3h du mat. Mais ça avait fait une nuit de, 7 ou 8 heures. Donc je voulais vraiment éviter ça pour rester un peu dans le tempo dès la première nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour, il a fait quand même très chaud. Et puis c'est quand même dur parce que on sortait d'un hiver vraiment maussade à Lille. On n'a jamais eu de température au-dessus, genre de 19 degrés. Et là, premier jour, on se retrouve avec un 37 au compteur, un espèce de faux plat montant qui n'en finit pas, genre 50 km à 3%, mais vraiment c'était long, dur. Je commençais à pas trop trouver d'eau et tout, donc là, vraiment difficile. Petit point météo malgré tout, malgré les fins de nuit où j'ai eu très très froid et certaines chaleurs, surtout le premier jour où il a fait à peu près 37 au compteur, mais les autres jours il faisait chaud, mais c'était plus tolérable, on était plus autour de 32, 33 affichés sur le compteur. En fait, on a eu quand même des conditions idéales. On a eu 0 pluie, donc un temps parfaitement sec. Contrairement aux autres années où il y a eu des tempêtes de pluie, notamment je pense à la première nuit l'année dernière où je voyais les gens sur Insta, je me disais oh là là, j'aimerais pas être à leur place. Donc aucune pluie et aussi et surtout aucun vent de face. Parce que la Desertus, c'est quand même une course où il y a relativement peu
de dénivelé. Moi, j'ai été à moins de 13 000 de dénivelé sur 1400 km, donc moins de 1000 mètres de dénivelé au 100 km, ce qui est quand même relativement peu. Et donc, en fait, dans ces conditions, si lors des longues plaines, des longues lignes droites en plaine, on a un vent de face terrible dans la tête, mais en fait, on n'avance plus. Et ça n'a pas du tout été le cas. Même, au contraire, je dois avouer qu'on a été peut-être un petit peu aidé, notamment le premier ou le deuxième jour, par un petit vent dans le dos qui était assez agréable. Maintenant, il y a quelque chose de quand même assez difficile pour ma part à gérer dans cette course. Si vous l'avez fait, et dites-moi en commentaire comment vous l'avez ressenti. Mais perso, quand je roule chez moi vers Lille, dès que je vois écrit 5 km avant le prochain virage sur mon Garmin, ça me rend fou mentalement. J'ai l'impression que ça va être interminable. J'ai du mal à gérer et c'est dur. Alors là, imaginez sur la Desertus, lorsqu'on est sur des espèces de lignes droites en plein désert et que le compteur il indique 30, 40, 50 km avant le prochain virage. Pouah, là, mentalement, ça a été quand même assez difficile. Mais je savais que la Desertus allait être comme ça, mais alors à vivre, pouah, ça a été dur. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, j'ai un petit gabarit, je suis pas très lourd, je suis pas puissant du tout. Et je suis incapable de me mettre sur le prolongateur pendant 2 heures, tête dans le guidon et d'appuyer sur les pédales, de mettre les watts. Je suis incapable de le faire. J'ai un relativement faible entraînement à vélo. Je suis pas puissant, donc rester 30, 40, 50 km à appuyer sur les pédales comme un demeuré, le nez dans les prolongateurs sans bouger. Moi, je suis incapable. Au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai envie de me dégourdir, de me relever un peu. Donc ça a quand même été des moments assez difficile. Donc si vous faites la Desertus l'année prochaine, honnêtement, préparez-vous, mettez des prolongateurs, habituez-vous à cette position, à ne pas bouger les mains dans les prolongateurs comme ça vous sera d'un grand secours, je l'espère. Ensuite, il y a un point que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que c'est cool de faire du vélo en Espagne? J'ai toujours entendu que les Espagnols étaient des automobilistes hyper respectueux des vélos, donc écoutez, j'ai allé sans trop d'a priori, mais je dois vous avouer que j'ai été hyper agréablement surpris. Franchement, c'est assez fou parce que même si des fois je roulais sur la bande d'arrêt d'urgence parce que c'était plus agréable pour moi, j'étais moins dans le trafic, et en fait, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence, donc sur une autre voie des voitures. Malgré ça, les voitures se mettent en contresens total, donc mettre une voie d'écart, mettre 5 mètres d'écart pour nous doubler, et ça dans 95% des cas, c'est assez fou. Dans toute l'Espagne, dans 1200 km, j'ai dû être doublé d'à peu près, je sais pas, genre 5 fois. Et ça, c'est globalement plutôt à l'entrée des grosses villes. Sinon, dans la campagne, alors déjà, il faut savoir qu'il y a quand même peu de trafic, parce qu'on est dans des régions assez désertiques, donc avec peu de trafic, on croise quand même pas beaucoup de voitures. Et globalement, c'était tellement agréable parce que les voitures ralentissent. Déjà, il y a beaucoup de nationales où j'avais l'impression que c'était limité à 70, donc déjà les voitures roulent moins vite, donc il y a moins de bruit et tout. Elles ralentissent, elles doublent en laissant une grande marge de sécurité, donc ça, franchement, les Espagnols, pour ça, un immense merci. Et malheureusement, dès qu'on traverse la frontière portugaise, là, ça change du tout au tout. Il y a des camions, il y a beaucoup de camions, ça roule plus vite, ça laisse un peu moins la distance de sécurité, mais globalement, j'ai trouvé que c'était pas pire. Notamment après avoir vu les pays des Balkans lors de la Nomadial, la Croatie, la Serbie, la Bosnie, etc. Je vais pas revenir dessus, mais ça a été quand même très très compliqué à gérer. Donc là, malgré tout, les Portugais, je me suis dit bon, c'est un peu comme en France, peut-être un peu pire, peut-être un peu mieux, je sais pas, mais c'est quand même pas la mort. Maintenant, il y avait aussi sur le type de route où là, en fait, moi, je connais pas trop le code de la route en Espagne, le type de route qu'il y a et tout, mais déjà la première nuit ou après la première nuit, quand on arrive sur les plaines, j'ai eu du mal à comprendre où j'étais en train de rouler parce qu'en fait, je me suis retrouvé sur des 2x2 voies, barrières de sécurité de deux côtés, une bande d'arrêt d'urgence, et là, en fait, je savais même pas si j'étais sur l'autoroute ou pas, si j'avais le droit de rouler à vélo. Et en fait, à des moments, il y avait des panneaux nationaux avec des panneaux Autovia qui montraient des autoroutes plus loin, mais du coup, j'apprends que je suis pas sur une autoroute. Donc on se dit, bon, écoute, ça a l'air d'être une autoroute et tout, mais c'est pas une autoroute. A priori, j'ai le droit de rouler dessus. Les voitures roulent vite, mais globalement pas trop. Je me mettais sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'elle était en super bon état. J'étais quand même comme ça loin des voitures. Mais globalement, ça va. Donc ça, c'est des routes, c'est comme les lignes droites des 50 km.
C'est des routes qui n'ont pas été les plus agréables parce que on s'ennuie un peu, c'est toujours pareil, il n'y a pas grand chose à faire et tout, donc il faut juste pédaler. Mais l'avantage, c'est que c'est des routes où ça va quand même vraiment vite parce que le revêtement est super. Si on a un peu de puissance et que le vent n'est pas trop défavorable, on se retrouve vite à 28, 30, 33 km/h. Donc là, il faut se dire mentalement que c'est des kilomètres faciles et il faut en profiter parce que après, quand on va se retrouver sur des petites routes ou sur du gravel notamment, ça va pas être la même. En parlant de gravel, là, on en vient à la caractéristique de la Desertus, c'est que c'est une route qui se fait avec... alors, je sais pas exactement le chiffre, mais j'estime, en remettant ma trace sur Komoot après, que j'ai fait plus de 100 km de gravel, donc entre 100, 150 et peut-être 200 km à peu près, donc à peu près 15%, si je le calcule bien, à peu près 10 ou 15% de l'itinéraire qui est en gravel. Il faut savoir, comme je l'ai expliqué sur mes vidéos de présentation du vélo, c'est que moi, sur ce Van Rysel, j'étais limité à 32 mm. 32 mm gonflé à 3 barres à l'avant. Globalement, ça s'est plutôt bien passé au niveau du confort. J'avais un petit peu peur sur les premiers secteurs gravel et tout, parce que à essayer d'éviter les cailloux et tout. Mais globalement, j'ai vu que ça roulait bien. Le 3 barres à l'avant, ça me permettait d'avoir quand même un petit confort. Donc bon, les secteurs suivants, j'ai quand même un peu tracé et tout. Donc il y avait des secteurs qui étaient assez roulants, où là il n'y avait pas trop de gravillons, donc on pouvait quand même tracer et tout, on avait quand même une bonne vitesse. D'autres secteurs où là c'était quand même plus cassant, il y avait pas mal de dénivelé, de petits côtes et tout, donc dans le dénivelé avec des pneus slick, dans les montées, il fallait essayer de pas trop mettre le pied. Globalement, sur l'itinéraire que j'ai tracé, j'ai pas eu à marcher, j'ai quasiment pas marché, peut-être une ou deux montées, un ou deux passages, mais j'ai eu de la chance, j'ai vu d'autres gens qui sont tombés dans des trucs pas possibles, un peu VTT, où là je pense qu'ils ont beaucoup plus marché. Mais globalement, même en pédale SPD, alors je conseille pas d'être, enfin, même en pédale de route, je conseille plutôt d'être en pédale SPT, mais les pédales de route, elles m'ont pas trop pénalisé non plus. Maintenant, si vous avez un vélo qui accepte des gros pneus, vraiment mettez le plus gros possible, selon ce que votre vélo accepte. Genre, si vous pouvez partir en pneus de 38 ou 40, vous vous mettez avec des pneus hyper souples, en tubeless. Là, au niveau du confort, ça sera top. Et vous n'aurez aucune perte de rendement même sur la route, vraiment vous inquiétez pas. Quand je voyais des gens sur la ligne de départ partir avec des pneus de gravel avec un énorme dégagement à l'avant, mais avec des tout petits pneus genre de 28 ou 30, je me disais ah mais quel dommage. Moi j'aurais tellement voulu avoir des pneus plus larges, mais je peux pas. Donc vraiment ça va pas vous faire perdre en performance. Par contre au niveau du confort, ça va être un monde. Donc si vous faites la Desertus l'année prochaine, s'il vous plaît, mettez des pneus au-dessus de 32 ou 35. Mais vraiment, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, j'en ferai, je vous en reparlerai, mais vraiment, ça peut être un sacré gain de performance. Maintenant, le vélo, franchement, il a bien roulé. J'ai eu un petit souci, c'est au niveau de la roue libre. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense pas que ce soit un problème à cause du désert, à cause du sable et tout. Je pense que en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de partir, je me suis dit, allez, démonte toute la roue libre, je la nettoie, je la reclasse et je la remonte. Et en fait, c'est la première fois que je fais ça. Et peut-être que j'ai pas mis assez de graisse à certains endroits. Et en fait, au soir du deuxième jour, j'ai commencé à avoir la roue libre qui a fait un peu des bruits bizarres, genre, elle voulait pas forcément roue librer. Alors, je sais pas si roue librer, c'est un verbe qui existe, mais en gros, quand j'ai arrêté de pédaler, je sentais la roue libre qui voulait continuer à avancer comme ça, ce qui faisait que ma chaîne se détendait, faisait des bruits bizarres en descendant d'avant. Et là, je me suis dit, ouh là là, on est qu'à la moitié de la course. Je sais pas si ça va empirer ou pas, mais alors, si ça empire et que je me retrouve avec un pignon fixe ou quoi, en fait, la Desertus, ça va être plus compliqué. Par chance, ça n'a pas empiré à des moments. Enfin, globalement, sur des descentes, ça se remettait normal. À d'autres moments, ça a grippé un peu. Je pense honnêtement que c'est ma faute, que j'ai mal redressé un petit endroit de ma roue libre. Je vais démonter tout ça en rentrant. Mais ça m'a quand même fait peur parce que tu te dis, si tu as 700 km à faire avec un problème en pignon fixe ou quoi, ça va pas être cool. Sinon, le reste, globalement, ça a été bien. J'ai dû décaler un petit peu le derrière avant parce que le grand plateau voulait plus forcément revenir. Il faut que je recheck ça. En revenant à Lille, j'ai eu le malheur d'avoir la flemme de changer de câble de derrière avant, mais ça va falloir que je le fasse. Les pneus tubeless, franchement trop bien. Honnêtement, vive le tubeless. Lancez-vous dans le tubeless si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est une démarche, c'est chiant au début, on galère, on a des problèmes et tout. Mais alors, une fois que les pneus sont posés, ça bouge plus. J'ai pas eu à remettre un coup de pompe et j'ai pas eu de perte de pression. Donc à ce niveau-là, trop bien.
Ouais, le vélo, il a trop bien marché. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'était 4 jours. Au niveau du sommeil, j'en ai pas trop parlé, mais moi, j'ai dormi en bivy, plus matelas, plus sac à viande, plus oreiller. Globalement, ça fait le taf. J'ai dormi à peu près une demi-heure la première nuit, comme je vous ai dit. Les autres nuits, ça aussi, entre 3 et 5 heures. Ah ouais, la dernière nuit, tiens. Belle anecdote, ça. Je me dis, allez, il faut que je me lève tôt. Je me suis arrêté vers 23h30, je pense. Je me dis, il faut que je me lève tôt parce qu'il y a un ferry juste avant l'arrivée, donc il faut quand même pas rater le dernier ferry. Je me réveille à 3h30. Je me fais réveiller par un camion. Et là, je me dis, oula, à mon avis, il est pas 3h30. Je regarde sur mon téléphone, le téléphone éteint. Je me dis, téléphone éteint, ça sent pas bon cette histoire. Bah ouais, plus de batterie, le téléphone était éteint. Le réveil n'avait pas sonné. Je regardais sur ma montre, 5h18. Donc, oula, 2 heures de perdu. Mais bon, je me dis, bon, 5h18, c'est pas pire. Il aurait pu être 8 ou 9h du matin. Et en fait, par rapport au... Oups là, le vélo qui tombe. Et en fait, par rapport aux horaires de ferry que j'avais calculés, j'avais pas anticipé qu'il y avait 1 heure de décalage horaire qui m'a donné 1 heure de plus par rapport au ferry. Et allez, je vous fais une petite anecdote avant de finir cette vidéo. Mais l'histoire du ferry, ça qu'est-ce cache ça. Donc en gros, il y avait un ferry à 20h pile. J'arrive à 19h30 au ferry, alors que je m'étais vraiment mis assez minable pendant 100 km pour avoir de l'avance pour arriver au ferry. Donc je relançais la descente à fond et tout. J'arrive au ferry à 19h30, donc trop bien. Une demi-heure avant le ferry, donc on a le temps et tout. J'arrive, il y avait 6 autres cyclistes, donc on était 7 à attendre le ferry. Le ferry arrive, on se met dans la queue, on se met à la fin de la queue. Vous allez comprendre pourquoi c'était un problème. Au moment de contrôler les billets, parce qu'on voit que le contrôleur, il a une espèce de derrière la carte bleue. Donc on dit, bah, c'est bon, on peut payer les billets directement chez lui. Il nous dit, non, les billets, c'est pas moi, c'est au niveau du parking, dans les machines là-bas. Oh, donc là, on s'aperçoit que le ferry va partir dans 3 minutes. On sprint aux machines, on achète notre billet, on revient au parking, le ferry part. Mais non, on venait de faire 1400 km, ça faisait une demi-heure qu'on attendait le ferry. Et le ferry, il s'en va sans nous. Non mais l'angoisse quoi. Par chance, le ferry d'après était 1h30 après. Donc on a quand même pas roté 1h15 ou 1h30, je sais plus, on a quand même pas roté 1h15. Et j'étais un peu déçu parce que j'avais prévu le ferry de 20h. Je m'étais dit comme ça on arrive assez tôt, assez tout balle pour avoir le temps de prendre l'apéro tranquille avant d'aller se coucher. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote pour finir les artisans en beauté. Mais dans tous les cas, globalement, ça a été une super course. Entre les endroits de 50 km, les passages en gravel en pneus de 32, ça a été assez épique. Mais globalement, tout s'est bien passé. J'ai vécu une super course. Mon objectif de moins de 4 jours était rempli, tout en voulant ne pas trop rogner sur le sommeil et plutôt bien vivre la course. Et comme je vous disais, la vidéo avec les belles images que j'ai fait à la GoPro arrive bientôt. Elle va être magnifique parce que je peux vous dire dans les déserts, les images sont magnifiques, mais j'ai un petit peu de temps de montage avant de vous la présenter. Donc ce que je vous propose, c'est de vous abonner, comme ça vous n'allez pas la rater. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez participé à Desertus, racontez-nous dans la section commentaires comment vous l'avez vécu, ça nous intéresse, on a vraiment hâte de lire votre commentaire. Également, si vous voulez la faire l'année prochaine, écoutez, dites-moi en commentaire également. Et puis également, n'oubliez pas de vous inscrire très tôt parce que les places partent très vite. Moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo, le film de Desertus et puis pour les autres vidéos sur ma chaîne. Ciao!